Bien, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Philippe Manoury de m'avoir invité pour cette conférence et je remercie aussi pour sa présentation extrêmement claire et très intéressante. Je suis très ému d'être au Collège de France parce que quand j'avais 19 ans, je venais écouter Roland Barthes et Pierre Boulez et voilà, c'est un souvenir magnifique. Alors, je vais évoquer avec vous cette question de l'espace en musique. Je pense que globalement, on dit des choses assez différentes avec Philippe, même s'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on se recoupe. Donc, je ne reviendrai pas sur les questions de l'historique, de l'utilisation de l'espace. Peut-être quand même dire qu'une des plus anciennes... Un des plus anciens témoignages qu'on a, c'est celui qu'on trouve dans le livre de Néhémie, dans la Bible, où il est question de deux chœurs antiphonés. Berlioz, Mozart, etc. Aussi, en fait, on peut dire quand même que la question d'espace a pris ces dernières décennies une importance particulière, qu'il s'agisse de l'espace de restitution des sons, toutes les questions, bien sûr, de système stéréo, Dolby, Home Cinema 5.1, etc. Celui du positionnement des instruments dans l'orchestre, Philippe en a largement parlé, et aussi celui de l'écriture. Et je pense à Webern, par exemple, quand il spatialise au travers de différents instruments les lignes mélodiques de l'offrande musicale de Bach. Alors, nous pourrions considérer la question d'espace à travers celle du monde des fréquences sonores, hein, puisqu'on parle de hauteur de notes. En anglais, on dira high note ou low note. Donc, cette question de l'espace est assez importante aussi pour les hauteurs, aussi pour les durées ou les timbres. Mais moi, je m'intéresserai peut-être plutôt aujourd'hui à la notion d'espace physique et à sa représentation mentale. Très souvent, les musiciens se concentrent uniquement sur l'aspect pratique de la spatialisation sonore, à savoir les outils et les dispositifs qui permettent de gérer l'espace, ainsi que sur les effets. Mais je souhaiterais m'attacher aussi à la relation qui existe entre ces espaces sonores que nous créons et dans lesquels nous évoluons et notre propre espace intérieur. Alors, la question de l'espace est bien sûr reliée à celle de l'audition et de l'écoute. Les sons se propagent et nous atteignent en traversant l'espace. Les ondes sonores emplissent tout l'espace physique, de la salle de concert ou du casque à notre oreille. L'existence même de la musique et son écoute dépend donc de l'espace, qui se situe comme un milieu de transition entre l'émetteur du son et les récepteurs que nous sommes. Pour les anthropologues, l'audition semble essentiellement liée à l'évaluation de la situation spatio-temporelle. Chez l'être humain, le principal indice utilisé pour percevoir la directionnalité et la localisation des sons est le délai interoral, c'est-à-dire l'interprétation que fait le cerveau de la différence temporelle et d'intensité qui existe entre le moment où un son arrive à l'oreille droite et celui où il arrive à l'oreille gauche. Et de ce point de vue, on peut dire que l'écoute est le sens même de l'espace et du temps par la capture des degrés d'éloignement et des retours réguliers de l'excitation sonore. Cette appréciation de la situation temporelle est proche de ce que Roland Barthes appelait l'écoute des indices. Voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de citer Barthes. Je vous ai expliqué pourquoi avant. Bon. On se souvient qu'il divisait l'écoute en trois catégories. Celle des indices, celle du déchiffrement, c'est-à-dire l'écoute des signes selon des codes, et celle de la signifiance générale dans laquelle intervient l'inconscient. L'écoute des indices est directement liée à la question qui nous intéresse, puisqu'elle permet de définir la source d'un son en localisant sa position dans l'espace et sa qualité de ce fait, le temps qu'il faudrait à cette source pour parvenir jusqu'à nous. Sa fonction est avant tout de déterminer si un son peut représenter un danger ou si la source d'un son peut représenter un danger pour celui qui l'écoute. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Quand on parle de musique, on oublie un peu cet aspect fondamental que la localisation d'un son
pour l'être humain, c'est avant tout, c'est premièrement ça. C'est pas après, il y a une notion esthétique, etc., qui arrive, mais d'abord, c'est ça. Qu'est-ce que ce son représente pour moi? Un danger ou au contraire un plaisir, etc. Pour l'homme, l'appropriation de l'espace avant d'être physique et visuel est d'abord sonore. L'espace ménager, celui de la maison, de l'appartement, l'équivalent approximatif du territoire animal, est un espace de bruit familier reconnu. On se souvient de Kafka, « Je suis assis dans ma chambre, c'est-à-dire au quartier général du bruit de tout l'appartement. J'entends claquer toutes les portes. » Lors de changements d'espace physique, il existe une certaine continuité spatiale du son. Nos oreilles, contrairement à nos yeux, ne peuvent se fermer. Le fait, par exemple, qu'une source sonore se produisant dans une maison passe de pièce en pièce et disparaisse de l'angle de vision n'interrompt pas l'audition et la continuité du son. Effectivement, quand l'enfant, je pense à l'enfant son berceau, parce que ça provient d'un travail d'une psychologue qui travaille sur les enfants. Donc, quand l'enfant entend sa mère qui quitte la chambre, il ne la voit plus, mais il peut très bien l'entendre encore, qui va faire du bruit dans une autre pièce, etc. Ce que nous pourrions appeler le territoire sonore se définit essentiellement comme l'espace de la sécurité. Quand on quitte un endroit, il y a toujours le risque de la perte ou d'un changement irréversible. Mais le changement peut être aussi l'espace de la découverte. Il faut noter que l'écoute est une fonction d'intelligence, c'est-à-dire de sélection. Lorsque le bruit ambiant envahit tout l'espace sonore, la sélection, l'intelligence de l'espace n'est plus possible. On voit ça, on entend ça ou on vit ça tous les jours dans beaucoup d'endroits actuellement. Ces questions de l'appropriation de l'espace, de la localisation des sons et de la continuité spatiale sont aussi celles qui nous occupent pendant la diffusion de la musique dans le lieu où elle se joue, qui est notre territoire, le temps d'un concert. Il est à remarquer que l'usage des moyens électroacoustiques permet de rapidement juxtaposer ou transformer des espaces. Ceci permet à l'auditeur de vivre des expériences sonores spatiales qui seraient impossibles dans la vie ordinaire. Il est également possible de construire des espaces au sein de l'orchestre, voire même dans les configurations de musique de chambre. Donc au sein de l'orchestre dans sa position traditionnelle, ou, comme l'a montré Philippe Manoury, en éclatant l'orchestre dans différents points de la salle de concert. Alors, deux petits exemples sonores. Alors, j'ai tiré des exemples sonores de ma musique, tout simplement parce que c'était les plus simples pour moi à trouver et à délimiter. Et voilà, et puis que je suis moins modeste que Philippe, qui a fait écouter beaucoup de musique qui n'est pas uniquement de lui. Alors, voilà un extrait d'une œuvre qui s'appelle De la vitesse, qui est une œuvre pour 6 percussions, et dont le projet spatial est le suivant. Les musiciens jouent tous sur la scène, les 6 musiciens jouent ensemble sur un seul instrument au début de l'œuvre, qui est une caisse claire, un genre de tambour militaire, et progressivement, ils s'éloignent, ils arrivent à différents postes sur la scène, et puis peu à peu, ils quittent la scène jusqu'à la fin de l'œuvre où des musiciens sont dans le public, certains dans les coulisses, sur le côté, certains derrière le public. Alors je vous propose d'écouter le tout début de l'œuvre, donc qui commence par les 6 musiciens sur la caisse claire qui commence à s'écarter peu à peu, et puis après la toute fin de l'œuvre. Et à la toute fin de l'œuvre, en fait, l'idée est de constituer spatialement une constellation qui est la constellation du Bouvier. Je ne pense pas que vous la reconnaîtrez à l'audition, mais je vous le dis quand même. Voilà, alors, début de la vitesse. Donc c'est l'ensemble Six-Strum qui joue, qui est un ensemble de percussions canadien qui vient de sortir un disque d'ailleurs avec cette pièce. Alors, c'est pas la bonne pièce, et en plus, ça ne marche pas. Donc, on va arriver.
même instrument. Voilà, alors la fin de l'œuvre. Donc là, vous avez les musiciens répartis absolument partout. Donc, certains sons paraissent extrêmement proches, parce que quand vous avez un musicien à 1 mètre de vous, évidemment, le son, vous avez une perception grossie. Et certains sont très loin, puisqu'ils sont dans les coulisses ou derrière le public. Et ils ont tous des instruments, des appos qui permettent de créer des trajectoires sonores de souffle, en fait, qui traversent l'espace. Donc la fin est un peu spectaculaire parce que tous les percussionnistes se rejoignent, se mettent à courir dans la salle, se rejoignent et partent tous ensemble dans les coulisses. Alors, la notion d'espace en musique se définit aussi au travers de la relation espace sonore intérieur, espace sonore extérieur. Autrement dit, espace de soi, espace du monde. Songer, c'est penser ça et là, écrivait Victor Hugo, c'est s'aventurer dans un espace de la pensée. On ne peut séparer l'espace extérieur et l'espace intérieur qui sont indissolublement liés, mais on peut passer de l'un à l'autre. Certains chercheurs, comme Daniel Casasanto, ont mis en évidence qu'il existait un lien
entre l'évolution des concepts abstraits et la cognition spatiale, justement. Pour lui, la recherche anthropologique suggère que notre utilisation du langage métaphorique spatial coïncide avec l'évolution du raisonnement abstrait de l'être humain. Avant d'aller plus loin dans l'exploration de l'espace sonore, intérieur ou extérieur, il est important de rappeler que la notion d'espace est liée à celle du temps, notamment à travers le concept d'espace de la mémoire. Augustin d'Hippone évoquait les étendues et la cour immense de la mémoire, c'est-à-dire la spatiosité de la mémoire. Dans celle-ci, le monde est présent avec tout ce qu'en lui nous avons pu sentir. Dans notre espace sonore intérieur, nous pouvons faire exister un son en divers lieux, à différentes étapes de ses métamorphoses, comme nous sommes capables d'imaginer quelqu'un à différents moments de sa vie et dans différents endroits. C'est grâce à cet espace de la mémoire que nous possédons chacun notre spatialité sonore intérieure, à laquelle le passé, le présent et l'avenir donnent des dynamismes différents qui interfèrent et parfois s'opposent. À cause de cette richesse que lui apporte la dimension temporelle, l'étendue de l'espace sonore intérieur inclut et excède celle de l'espace extérieur. Bachelard nous dit « Dans ces 1000 alvéoles, l'espace contient du temps comprimé. » Mais cette sorte d'ubiquité sonore que nous possédons dans notre espace intérieur peut être projetée dans l'espace sonore extérieur pour peu que nous le construisions. Ce qui serait impossible dans un espace physique réel devient réalisable dans un espace fabriqué à l'intérieur d'un orchestre, par la spatialisation des musiciens, ou encore par l'utilisation d'un dispositif électroacoustique qui peut aller, par exemple, jusqu'à nous faire entendre un même espace, mais à différentes époques. De cette façon, les espaces intérieurs et extérieurs ne sont plus séparés, ce qui serait artificiel. Pour avoir une réelle portée chez l'auditeur, l'utilisation de l'espace en musique doit nécessairement avoir des correspondances avec l'espace de la pensée. À travers la projection et l'expansion du son dans l'espace et le temps, c'est la diffusion, la dilatation de la pensée et de l'intelligence qui est mise en œuvre. À partir de cette constatation, changer d'espace sonore extérieur, c'est vivre selon un autre espace, c'est donc vivre selon un autre temps. Toujours pour citer Victor Hugo, le rêve qu'on a en soi, on le retrouve hors de soi. Pour lui, nous n'avons pas d'extrémité, nous ne sommes pas finis. Nous avons devant nous autre chose que la limite, le terme et la frontière de la finitude. Nous possédons le désir de nous confronter à l'abîme de l'immensité et à l'illimité aussi bien dans son sens physique que métaphysique. Ouvrir la porte vers l'espace extérieur, c'est donc agrandir notre espace intérieur, car nous sommes où nous ne sommes pas, dit Pierre-Jean Jouve. L'espace musical se présente comme un élargissement de notre espace sonore intérieur. Le passage de l'un à l'autre apparaît comme un seuil qui permet l'échange de l'intérieur à l'extérieur. C'est un lieu géométrique des arrivées et des départs. C'est là que se situe l'ouverture assurant la communication entre le dedans et le dehors. Et de même qu'une fenêtre est une ouverture étroite derrière laquelle se trouve un grand espace, le passage de notre espace sonore intérieur à l'espace extérieur passe par l'étroitesse d'un médium. Entre une séquence sonore spatialisée dans l'espace physique, le support numérique ou la partition qui lui a donné une existence matérielle, et la séquence musicale que le compositeur a imaginée intérieurement, se trouve le même rapport qu'entre l'immensité du monde sonore, l'étroitesse de nos oreilles et les images mentales que le son déclenche dans notre imaginaire. Il est également intéressant de constater que lorsque le compositeur ouvre l'espace extérieur par l'extériorisation de son imaginaire musical, sous la forme d'une partition par exemple, il laisse alors l'auditeur, par l'intermédiaire de ses oreilles, scruter son espace intérieur. On peut alors penser qu'il existe parallèlement un chemin vers le dehors, l'extériorité, en même temps qu'un chemin vers le dedans, l'intériorité, comme un chemin monte en même temps qu'il descend, comme le fait de toucher quelqu'un nous renseigne sur cette personne, mais informe également celle-ci sur celle qui la touche. Travailler l'espace dans une composition, c'est donc extérioriser son espace intérieur et proposer à l'auditeur un voyage virtuel. Mais c'est aussi laisser entrer l'auditeur dans l'espace intérieur du compositeur.
Investir l'espace sonore extérieur, c'est d'abord avoir le désir d'élargir notre espace intérieur. Ce désir d'élargissement ne se réduit pas à un désir d'espace. Il fait corps avec une volonté de libération et d'affranchissement, hors de tout ce qui en nous est étroit et comprimé, et de nos éventuels enfermements. Car c'est seulement le désir de liberté qui nous fait sentir l'étroitesse de la prison. Passer de l'espace sonore intérieur à l'espace sonore extérieur suppose l'éclatement de nos limites et de nos cadres habituels de conception de l'espace. Vouloir diffuser les sons ou sentir la profondeur des espaces sonores est d'abord un désir de liberté. Cela suppose de marcher, de courir, bref, de se mouvoir dans cet espace extérieur. Nous tentons de l'apprivoiser par la diffusion des sons, l'amplification, la croissance et la tension vers, en étendant notre espace intérieur. Et cette expansion de notre espace intérieur se fait dans le temps, qui en est finalement le lieu d'existence. Il existe un risque que cet espace soit distendu plutôt qu'étendu, si la correspondance espace intérieur-espace extérieur se fait mal, ou si la très forte concentration du premier se perd et se dilue dans le second. L'appropriation de l'espace, la spatialisation, est liée à la question du fini et de l'infini, du proche et du lointain. Miloš n'écrivait-il pas « Le lointain faisait signe au lointain, mon amour enveloppait l'univers ». L'enjeu de la spatialisation est d'introduire le sentiment d'infini que possède l'espace extérieur dans le fini de notre seul espace intérieur, sans détruire celui-ci ni le diluer ou le perdre. Allongé dans l'herbe les nuits d'été, nous avons cette double sensation de l'unité de notre personne et de l'infini du ciel étoilé. Par le sens de la vue, nous rayonnons bien au-delà de notre corps. Remplaçant nos yeux par nos oreilles, la spatialisation des sons, dans le cadre d'un concert, nous rapproche de cette expérience, en faisant rayonner notre espace sonore intérieur en de multiples points de l'espace physique. Il existe aussi des moments dans notre vie où notre émotion est tellement forte que nous avons le sentiment d'être à la fois nous-mêmes et ce qui nous environne, le centre et l'entour. Le bonheur peut provoquer chez nous cette sensation d'ubiquité, comme le malheur nous referme et nous contracte sur nous-mêmes en un mouvement centripète. Écouter la mise en espace des sons, c'est d'une certaine façon sortir de nous-mêmes en nous jetant dans l'espace sonore du monde. Ainsi, jouant sur ce sens du proche et du lointain, un son projeté dans l'espace peut être près ou loin du spectateur, s'éloigner et se perdre ou se rapprocher, jusqu'à provoquer chez lui l'impression d'être touché ou traversé par le son. D'où la sensation réciproque que peut avoir l'auditeur de toucher le son. Cela lui permet de sortir de lui-même, de se jeter dans l'ouvert du monde, au risque de s'y perdre, ou au contraire d'être envahi et éventuellement enrichi par le monde extérieur. On se rappelle que, comme pour la vue sur certains tableaux de la Renaissance, le lointain ne disperse rien. Au contraire, il rassemble en une miniature l'horizon et ses paysages. Je vous propose d'écouter un exemple sonore tiré d'une œuvre d'orchestre qui s'appelle Plus loin, qui est joué par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Pierre-André Valade. Et c'est la fin de l'œuvre, en fait. Et dans cette fin, tout le travail sur la spatialisation se fait au sein de l'orchestre. C'est-à-dire que vous allez entendre un son qui commence par les violons, qui passe au second violon, les altos, les violoncelles, qui revient faire un tour vers les violons, et qui petit à petit traverse tout l'orchestre pour aller se terminer par les timbales qui sont complètement au fond à droite, dans cette version en tout cas. Donc je vous fais écouter ça. Je vous dirai exactement, je vous ferai signe exactement au moment où ce cheminement à travers l'orchestre se fait.
concert. Jusqu'à devenir une ligne. Et à partir de cette ligne, vous allez entendre cette... Avec les virages qui correspondent. Le son qui disparaît. Évidemment, dans une version stéréo, on ne se rend pas compte, on n'a pas la perception spatiale. En concert, on suit extrêmement bien ce cheminement interne à l'orchestre. Comme l'écrit Rilke, le monde est grand, mais en nous, il est profond comme la mer. L'espace sonore extérieur possède les dimensions du proche et du lointain, c'est-à-dire du rapport de proximité entre les sons et nos oreilles. Il est aussi limité dans ses dimensions. Qu'il s'agisse d'un espace délimité par la disposition des instruments au sein d'un orchestre ou par la place des haut-parleurs dans un dispositif électroacoustique, il possède une certaine largeur et une certaine profondeur. Cette dimension de l'espace est importante, d'autant qu'elle sera à l'intérieur, elle sera celle à l'intérieur de laquelle se joue l'œuvre musicale. Les limites d'un espace, ses bords, peuvent être des murs physiques. Ceux-ci se matérialisent bien sûr comme étant la fin de l'espace, mais aussi comme des réflecteurs qui, par leurs effets de réverbération ou d'écho, renvoient les sons au centre de l'espace. Si on examine l'aspect géométrique de l'espace sonore musical, on peut considérer qu'il est structuré par des axes, selon que les sons sont orientés par rapport à l'auditeur dans une ou des directions particulières. Les axes principaux sont bien sûr l'horizontal, le vertical et le longitudinal, lorsque les sons se situent de gauche à droite de l'auditeur, au-dessus ou en dessous de lui, ou bien devant ou derrière lui. Mais il existe quantité d'axes transversaux, obliques, bissectrices. Ces axes peuvent être orientés selon différents sens lorsque les sons se déplacent d'un point de l'espace à l'autre. Il est aussi structuré par des plans ou des volumes spatiaux. La position des musiciens ou des haut-parleurs définissent ces lignes, ces plans et ces volumes entre les sources sonores. Mais le musicien joue aussi avec, par la façon dont il fait se déplacer les sons dans l'espace physique, ou encore par le type d'écriture musicale que le compositeur met en place. Il crée, déforme, alterne et d'une façon générale met en relation ces différentes composantes géométriques. Il les met également en scène en les plaçant à des moments névralgiques ou en leur attribuant certaines fonctions, par exemple de retour ou d'anticipation. Le musicien joue sur la taille d'un volume spatial, ce que j'appelle un foyer spatial, en réduisant ou en augmentant ses dimensions. Il peut jouer aussi sur la densité des événements sonores à l'intérieur de cet espace, en le remplissant ou en le vidant de son contenu sonore. Il peut voiler ou faire s'absenter un espace en laissant entrevoir sa présence par une légère résonance ou réverbération, mais en supprimant tout relief spatial. Ou encore, il peut réduire un espace autour de l'auditeur de façon à ce qu'il semble à celui-ci qu'il entre en contact haptique avec les sons. Définir un espace, c'est aussi définir sa contenance. Chaque espace construit possède un caractère particulier et une modalité spécifique dans sa façon d'embrasser son contenu sonore. Cela dépend bien sûr de ses dimensions, mais aussi de sa forme. Un espace étroit mais allongé accueillera plus facilement des effets de profondeur de champ qu'un espace haut, large, mais très peu profond, qui s'ouvrira plus au déplacement à l'intérieur de ce qu'on a coutume de nommer la fenêtre stéréophonique. Cette capacité d'un espace extérieur se situe comme le prolongement de notre propre contenance, c'est-à-dire notre capacité à recevoir et à offrir l'hospitalité à tout ce qui n'est pas nous-mêmes, chose ou être. Nous investissons l'espace extérieur, mais celui-ci, à sa façon, nous reçoit. L'auditeur peut être situé au centre de l'espace généré par le dispositif instrumental ou électroacoustique, ou à l'extérieur de cet espace, ou encore à l'intérieur de l'espace, mais en périphérie. Selon le cas,
sa perception de l'espace sera très différente. Dans certains cas, la construction du lieu architectural est directement conçue en fonction de la place de l'auditeur et de celle de la source du son. C'est le cas, par exemple, du tombeau d'Agamemnon à Mycène, qui est muni d'une coupole parabolique. Lorsque quelqu'un chuchote à l'intérieur, tourné vers le mur, il est compris d'une autre personne située à 25 mètres plus loin, au point opposé le long du mur. De la même façon, on pourrait citer l'oreille de Denis, tyran de Syracuse, qui lui permettait d'écouter un point situé 10 mètres plus bas. C'est pour espionner son personnel, j'imagine. Il existe aussi certains dispositifs modernes de spatialisation, comme la WFS, Wavefield Synthesis, qui permettent à l'auditeur de percevoir une même provenance des sons, quelle que soit leur place. La question de la nature du signal spatialisé est également importante. Est-ce qu'on projette un unique message dilaté à travers l'espace ou un message déjà multiple dans sa facture ? Selon le cas, l'espace de projection des sons sera ou non subdivisé en plusieurs portions spatiales. On peut se repérer dans l'espace sonore musical comme on le fait dans l'espace physique, à l'aide des points cardinaux, est, sud, nord, ou de la position de l'aiguille d'une horloge, son à 3 heures, son à 9 heures. D'une manière générale, toute sensation d'espace s'opère dans le rapport entre un repère et la position des sons ainsi que leur mouvement. Ce repère est d'abord le sujet lui-même, l'auditeur, qui est lui-même un point situé dans l'espace, mais il peut parfois être délégué. Par exemple, lorsque l'attention de l'auditeur est focalisée sur un foyer spatial, c'est-à-dire un espace particulier dans l'ensemble du dispositif instrumental ou électroacoustique, et qu'un autre foyer apparaît, c'est le premier qui sert aussi de repère pour le second. Dans l'espace sonore, la question du mouvement est primordiale. Pour l'être humain, il a toujours été important de savoir d'où viennent les sons, de les voir intérieurement et d'être capable d'interpréter leurs mouvements. Ce son évoque-t-il un péril, etc. Nous savons d'ailleurs qu'il existe une relation très forte entre l'écoute et la vue, puisque même quand nos paupières sont fermées, nos yeux suivent les mouvements des sons quand on écoute. Lorsqu'un son se déplace, il suit une trajectoire. C'est le chemin du son, son cheminement. Il s'éloigne ou se rapproche de l'auditeur. Il est une onde dynamique, figure universelle de l'expansion. L'auditeur est quant à lui au centre de ces ondes qui se propagent et s'entrecroisent. Ce cheminement sonore est centrifuge. Quand il suit une trajectoire circulaire qui va vers l'extérieur du dispositif et s'éloigne de l'auditeur, ou centripète lorsqu'il se déplace vers l'intérieur avec l'auditeur comme centre. Il peut parfois exister une conjonction de la force centrifuge et de la force centripète dans une action locale centripète qui se dilate de façon globale d'une manière centrifuge. Les deux mouvements les plus importants sont ceux perçus comme un mouvement vers le dedans ou un mouvement vers le dehors. Il est question ici de la propre centralité de l'auditeur, mais elle peut parfois être déplacée. Dans le monde, chacun est un centre. Cependant, il est possible d'appréhender les centres des autres sans perdre sa propre centralité, de se propager en restant centré, de remplir sans perdre son identité. Ainsi en est-il de l'espace sonore qui peut nous contenir comme centre, mais qui peut aussi proposer d'autres centres complémentaires de celui que nous représentons. Sentir l'expansion spatiale suppose que l'auditeur demeure celui qui s'étend. Sinon, il s'agirait d'une explosion qui conduirait à une perte de la relation entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Concentration, unification, rassemblement au centre, expansion, échange, communication, union sont les maîtres mots de la relation sonore entre l'espace intérieur du sujet et l'espace extérieur de spatialisation des sons d'une œuvre musicale. Conquête, franchissement, dépassement, dilatation sont ceux de l'auditeur qui engage sa conscience dans le suivi des mouvements des sons dans l'espace. Comme voir, c'est voyager jusqu'à être présent à ce qu'on voit. Écouter, c'est se transporter avec le son dans l'espace, de façon à se trouver avec lui dans telle ou telle portion de cet espace. Voyage, odyssée spatiale et temporelle, voilà ce que représente la notion de spatialisation sonore.
Il existe des modèles d'espace, celui de la forêt par exemple, qui est clos et en même temps ouvert de toutes parts. La façon dont les sons se répandent et envahissent un espace par propagation d'ondes n'est pas sans rappeler d'autres modèles d'expansion. Ceux de propagation liquide ou gazeuse en sont un exemple, avec la manière particulière dont l'eau envahit l'espace en se répandant de façon uniforme et régulière dans toutes les ouvertures, ou dont le gaz progresse par effluve, parfum ou enveloppement. L'espace musical peut être en crue, comme il peut être une émanation de différentes fragrances sonores. Les mouvements des sons dans l'espace peuvent eux-mêmes prendre modèle, par exemple dans les mouvements d'écriture que produit une main en train de tracer les lettres d'un mot ou d'un signe musical. Alors voici deux exemples qui évoquent cette question-là. Donc le premier tiré d'une œuvre qui s'appelle Voix-Rex pour voix ensemble instrumental, voix de femme, ensemble instrumental et électronique. Et le passage que vous allez écouter est un travail en fait sur la spatialisation des sons dans l'espace, et le mouvement des sons dans l'espace suit les lettres du poème en fait. Donc on ne reconnaît pas le A, le B, etc. Mais il y a une certaine logique, puisqu'en fait tout part d'un mouvement enregistré avec la main, donc d'un vrai mouvement humain, on va dire, d'écriture. Il y a une logique très forte de mouvement, de changement, de vitesse, par exemple lors des virages. Vous savez, quand on écrit un L, au moment où on est en haut du L, on va aller légèrement plus vite. Il y a toute une logique cinétique qui se fait et qu'on retrouve très très bien dans la spatialisation sonore après. Donc là, je pense que, vu qu'on n'a que 2 haut-parleurs, bon, il faut imaginer, comme disait Philippe Manoury tout à l'heure. Alors voici cet extrait. C'est pareil, il y a vraiment un moment qui se focalise vraiment sur cette idée. Je vous ferai signe à ce moment-là exactement. Donc ça, c'est le début de la pièce. C'est la voix et l'électronique qui traitent en temps réel la voix et quelques échantillons sonores. Excusez-moi. Je coupe mon exemple parce que je vois le temps qui file. Donc, vous ne pouvez pas le savoir, mais en fait, ce que vous avez entendu, je pense, ce mouvement du son qui est capturé par l'électronique, qui vient de la chanteuse, qui est capturé par l'électronique et lancé dans l'espace. D'ailleurs, gestuellement, elle fait ce mouvement de lancer, comme si elle lançait le son à travers la salle de concert. Et en fait, le son décrit le mot lumière, parce que dans le texte, il s'agit de ça à ce moment-là. Un autre extrait d'une autre œuvre qui s'appelle Quid sit musicus, qui est une œuvre qui a plusieurs versions. La version la plus simple, celle-ci, qui est pour 4 voix, violoncelle, guitare et électronique aussi. Donc je vous fais écouter l'extrait, puis après je vous dirai de quoi il s'agit. Oh non, je ne suis pas sur le bon, voilà. Je vais commenter un petit peu en même temps. Donc là, c'est un travail plus sur
les profondeurs de champ. C'est la question de l'espace, mais à travers la localisation des sons dans l'espace et leur distance par rapport à l'auditeur. Vous allez voir que bientôt on va traverser plusieurs types d'espace. Vous voyez comme tout s'est rétréci. On a à nouveau un élargissement. On est vraiment en face d'un espace qui respire, en fait, qui se dilate, qui se contracte. Et là, une citation très très lointaine d'une œuvre de Machaut, puisqu'en fait, toute cette œuvre est extraite justement de la calligraphie, de la recalligraphie, disons, de la recopie d'un manuscrit de Guillaume de Machaut de 1370. Et dans cette idée, il y a évidemment la question de créer un lien justement entre espace intérieur et espace extérieur, en prenant modèle dans quelque chose qui a des racines profondément ancrées chez l'être humain. On passe tous, de moins en moins, ceci dit, mais enfin, on a tous passé beaucoup de temps à tracer les lettres, à apprendre à les tracer. Ça a vraiment des connexions très fortes dans notre façon de penser. Alors, selon Claudel, l'écoute, comme la respiration, se fait selon un mouvement de va-et-vient, un rythme à deux temps, l'un d'entreprise, d'écoute active, et l'autre de retour à soi-même, l'un de pénétration extérieure et l'autre d'ingestion intime. Comme on clôt rythmiquement ses paupières, la meilleure manière d'explorer un espace physique est généralement d'en sortir, de revenir, puis de ressortir. Cela a trait à la question du rythme. Nous savons que le langage n'est possible que grâce au rythme. L'élément essentiel du langage qu'est le signe est fondé sur le rythme. D'aller-retour entre ce qui est répertorié comme étant connu et ce qui est encore inconnu. Ce rythme, qui marque toute notion d'exploration, est également essentiel à la spatialisation sonore. On s'aventure par une alternance entre l'exploration de l'espace extérieur et le retour à la référence que constitue notre espace intérieur. Notre sensation d'auditeur est que nous allons vers l'espace dans un mouvement d'expansion et de croissance, et que l'espace, en tant que corps étranger, vient vers nous dans un mouvement de resserrement. Il est donc important, pour les compositeurs, de laisser de la place au sein de la musique pour ces retours de l'auditeur vers leur espace intérieur. Le temps musical lui-même joue de ce rythme d'alternance. En musique, on tend en avant les regards de son esprit par le jeu de l'attente et de tous les phénomènes d'implication, c'est-à-dire la façon dont les sons s'enchaînent les uns les autres, s'induisent les uns les autres. C'est la dilatation, et on les ramène en arrière par le jeu de la mémoire, c'est la contraction. Le temps musical se situe dans l'interaction entre phénomènes de tension, de résolution ou de déviation, et phénomènes d'anticipation, de retour et de transformation. Au rythme est bien entendu lié le sentiment de vitesse, de déplacement des sons. Qu'elles soient linéaires ou qu'elles contiennent des accélérations ou des ralentis, la vitesse, associée au changement de trajectoire spatiale, produit des configurations temporelles qui déterminent des rythmes liés au mouvement des sons.
l'espace contrôlé, organisé et imaginé n'est plus un simple support, il devient créateur de formes. Notamment lorsque l'écriture des mouvements spatiaux crée des figures avec des répétitions, des transitions, des ruptures, des mouvements des contrastes ou des déclenchements. Car alors, l'espace structure notre perception par son évolution temporelle. Et donc, il structure notre écoute. Pour Bachelard, l'espace valorisé est un verbe. Je pense que si on a le temps, on aura peut-être à échanger avec Philippe Manoury sur cette question-là, qu'il a évoquée tout à l'heure. Parler d'espace en musique, c'est donc principalement parler d'interaction entre les 4 espaces que sont l'espace interne du son, c'est-à-dire celui du corps de l'instrument, de l'enregistrement. Je vais revenir sur chaque point. L'espace composé, ou l'espace de l'écriture. L'espace physique, qui est lié au dispositif de diffusion ou au lieu dans lequel a lieu le concert. L'espace restitué et interprété, donc la restitution sonore et l'interprétation spatiale, quand il y a lieu. Alors, l'espace interne du son est en réalité l'espace interne du corps sonore, de l'instrument, voire de l'instrumentiste qui propose un espace dans l'espace. La résonance de la caisse de la contrebasse, par exemple, ou l'espace interne d'un verre qu'on enregistre, ou la poitrine ou la boîte crânienne d'un chanteur qui résonne. Dans ce cas, dans le cas d'enregistrement ou d'amplification en direct, ce type d'espace est aussi déterminé par la place des microphones, leur nombre, la taille et l'acoustique de la salle dans laquelle s'est déroulé l'enregistrement. Il n'existe d'ailleurs aucune prise de son neutre. C'est un espace à l'intérieur de l'espace. Il peut lui-même contenir un autre espace interne. Par exemple, si on glisse une boîte avec une bille dans la contrebasse et que le contrebassiste joue en même temps en bougeant légèrement sa contrebasse, on va avoir la résonance de l'instrument et puis on va avoir une micro-résonance qui est contenue dans l'instrument. Ce type d'espace n'est pas sans rappeler l'espace du dedans dont parle Michaud, lorsque son regard s'immerge à l'intérieur de lui-même, là où apparaissent les sentiments, les pensées, les rêves, les associations ou les sensations. Alors un petit extrait sonore à nouveau de Quid sit musicus, dans lequel, en fait, les deux musiciens, ou musiciennes, là c'était des musiciennes en l'occurrence, qui jouent le violoncelle et la guitare, c'est un moment où elles ont un rôle vocal et elles parlent en fait dans leur instrument. C'est-à-dire que la guitariste prend la guitare et parle dans la caisse de résonance de l'instrument, la violoncelliste prend le violoncelle. Et donc on a plusieurs types d'espaces qui se superposent, dont celui-ci que j'appelle l'espace interne. Bon, je raccourcis un petit peu mon exemple parce que je vois le temps qui avance. Donc, je ne sais pas si vous avez pu noter vraiment ce moment où les musiciennes font résonner leur propre instrument. On regarde d'autres types d'espaces qui sont générés par l'électronique ou simplement par la disposition différente des autres chanteurs. Alors, le deuxième point très important concernant l'espace, c'est l'espace composé ou l'espace de l'écriture. L'espace composé concerne le placement de l'image sonore dans l'espace qui sert de support à l'audition, qu'il soit physique dans le cas d'un orchestre ou audio dans le cadre d'une diffusion électroacoustique.
il peut également se situer au niveau même de l'écriture musicale. Dans la peinture, il existe des effets de contraste qui visent à installer une impression de profondeur de champ et une notion de perspective. Celle-ci, généralement associée à l'espace visuel, se rapporte également à l'espace sonore. On peut composer un espace musical audio, avec fichier son, traitement en temps réel, comme on compose un espace visuel en peinture. Il se présente sous la forme de scènes auditives et est généré par la profondeur de champ, c'est-à-dire la sensation qu'a l'auditeur de la distance entre les sons et lui-même. La position dans la stéréophonie ou la multiphonie, le type de filtrage et de réverbération appliqué au son, ou encore par les valeurs relatives et d'intensité entre les sons. Une longue réverbération proposera un espace de profondeur d'écoute pouvant s'étendre au-delà de la profondeur réelle de l'espace physique d'écoute, la salle ou le dispositif de haut-parleur. Alors qu'un son sans aucune réverbération, dit communément au ras de la membrane, proposera un sentiment d'intimité spatiale. Des mouvements spatiaux peuvent être envisagés et former une importante composante de l'écriture musicale. Il est vrai que par ces effets, on peut complètement dépasser la salle de concert, par exemple. On peut l'agrandir, on peut la rétrécir, etc. Ce type d'espace est perspectiviste. Dans la stéréophonie, on regarde entre les haut-parleurs comme dans une fenêtre. La fenêtre stéréo est d'ailleurs un autre exemple de cette porte, ce seuil qui fait communiquer notre espace intérieur et l'espace extérieur que j'ai évoqué précédemment. Cet espace de profondeur et de perspective est en fait un espace virtuel, puisqu'il repose sur une illusion spatiale dans laquelle les sons deviennent des images, des représentations. Il peut par exemple donner à l'auditeur l'impression que celui-ci pénètre à l'intérieur même du son. Alors, petit extrait sonore aussi. Là, c'est une œuvre uniquement électroacoustique. Et vous allez voir que vous avez plusieurs types de champs spatiaux. Un qui tourne autour d'un son plutôt soufflé, qui est très proche de nous. Un son plutôt d'eau et de cloches électroniques qui est, disons, un plan médium. Et un espace interne qui est une voix capturée, je dirais. Et en fait, ce n'est pas du tout une voix. C'est un son qui est travaillé et qui nous donne l'impression d'une voix enfermée ou bâillonnée un peu. Donc on a ces trois types d'espaces. De fausses voix extrêmement lointaines. Bon, je m'arrête là. Alors pour ce qui est de l'espace composé ou de l'espace de l'écriture, il peut s'agir également d'un espace composé au sein même de l'écriture instrumentale. Lorsque, par exemple, une écriture musicale usant de micro-retards, des instruments légèrement décalés, par exemple, génère des effets de profondeur, comme on ferait avec des effets électroniques de delay, par exemple. Ou quand un trait instrumental superpose un trait en note détachée, par exemple, avec un glissando, ou un trait en note détachée avec un trait en legato. C'est typique de quelque chose qui nous donne un sentiment de perspective, parce que la note détachée est comme une attaque, et la note liée ou la note glissée est comme une résonance. Et donc on a
ce sentiment d'une profondeur qui arrive. Alors, aussi un exemple sonore pour ça, qui est tiré donc de Voix Rex, aussi de la pièce dont je fais écouter un exemple tout à l'heure pour voix et ensemble électronique. Donc là, vous allez entendre une ligne mélodique qui suit les lettres du poème, justement, et cette ligne va par de micro-retards, c'est-à-dire que les instruments jouent tous en même temps, exactement de façon synchronisée, et puis petit à petit, ils se décalent d'une triple croche. Et donc, on a des effets comme de mise en espace, de perspective sonore. Pour le moment, ils sont tous ensemble et ça commence à se décaler. J'ai laissé tout l'exemple pour qu'on ait un petit peu de musique quand même, pour nous détendre. Et un autre exemple, tiré d'une autre pièce qui s'appelle Postlude à l'épée, où là, ce que vous entendez, c'est justement une superposition de sons détachés, exactement synchronisés au niveau des hauteurs avec des glissés. Et voilà. Je pense que c'est assez clair, je crois. Non, c'est pas le bon exemple. Voilà. Donc ça, c'est un quintet, flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano. Alors, donc là, l'idée est de créer un sentiment de perspective sonore, donc allant de l'attaque à la résonance, comme cela se produit du sec au réverbéré dans la création d'un espace audio.
On peut considérer dans ce cas que par analogie à la notion de point de fuite visuel, l'instant de disparition du son devient un point de fuite sonore. Et comme pour l'art visuel, cette position du point de fuite peut s'inverser également en musique, comme elle le fait dans la peinture des icônes, par exemple, lorsque la perspective est inversée. En peinture, c'est celui qui regarde l'icône qui est le point de fuite. En musique, l'auditeur devient le point de fuite lorsque le premier plan instrumental ou électroacoustique est constitué de résonance, de réverbération ou de décalage d'une attaque très sèche située en arrière-plan. Ou dans le cas plus schaefferien, entre guillemets, qui inverse le profil morphologique et spectral d'un son, d'une percussion, résonance par exemple, en retournant le son et en faisant aboutir ce son sur une espèce de prodigieuse aspiration ouvrant sur l'inconnu sonore. Je pense que ça doit être l'heure. Alors écoutez, je vais juste peut-être finir ce petit passage et conclure, et je m'arrêterai après. Un autre exemple, oui, d'espace composé pour l'écriture musicale est celui qui consiste à faire s'enchaîner des sons, non pas seulement pour leur hauteur ou tout autre paramètre, mais en fonction de la place des instruments dans l'orchestre. Ainsi, le son se déplace et réalise des trajectoires sonores. Bon, je crois que j'ai déjà un peu parlé de ça. Et donc, pour finir sur ce chapitre, d'une façon générale, dès lors que sont proposés à l'auditeur des phénomènes d'implication, de résolution ou de déviation liés aux mouvements spatiaux, se met en place une syntaxe musicale fondée sur l'espace. Implication, donc résolution, déviation, sont des termes qu'on pourrait appliquer à la musique tonale, hein, avec les accords qui contiennent la sensible, les accords qui résolvent la sensible, les accords qui dévient ou qui évitent les résolutions, etc. Bon, écoutez, je vais peut-être conclure sur donc, cette idée que l'espace sonore extérieur ne peut être séparé de l'espace intérieur et que travailler la notion d'espace musical, finalement, c'est avant tout explorer la relation de ces deux espaces ainsi que leur interaction, aussi bien pour l'auditeur que pour le compositeur. L'espace extérieur nous est proposé dans le cadre d'une spatialisation musicale qui nous est proposée, modifie également notre espace intérieur, l'enrichit et l'agrandit. En ce sens, la musique du futur, j'ai envie de dire, futur qui a commencé depuis bien longtemps. Donc la musique du futur apportera très certainement à ses auditeurs un plaisir sensitif et intelligible lié à une plus importante mise en relation de ces deux espaces et éventuellement un soulagement psychologique dû à l'extension d'un espace intérieur parfois constricté. J'ai toujours eu cette idée que la musique pouvait parfois lointainement avoir un rôle presque d'ordre, que la musique pouvait soigner, entre guillemets, hein, c'est-à-dire remettre en mouvement. L'œuvre musicale spatialisée se situant alors comme un lieu de communication, une interface entre ces deux espaces, par lequel le compositeur extériorise son espace intérieur, mais laisse également l'auditeur le scruter. Pour faire référence à Winnicott, la musique mise en espace devient alors un espace transitionnel qui n'est ni notre espace intérieur, ni l'espace extérieur réel, celui de la vraie vie, mais un espace intermédiaire construit qui permet de passer de l'un à l'autre. Voilà, je vous propose de m'arrêter. Je vous remercie de votre écoute.